Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité. C'est 100% Alsace, 100% régional et on ouvrira avec Delphine Vespizer, notre belle Miss, est à l'atelier théâtre aujourd'hui de Colmar. Philippe Heimburger, le PDG des pâtes d'Alsace Grand-Mère, ses pâtes sont dans Chef à bord, c'est le concours culinaire que vous découvrirez dès samedi. Lucien Matzinger pour les courses hippiques, une réunion exceptionnelle, c'est samedi, ça va clore la saison des courses à Heurt. Vera Bossiac et son invité Tivia, regardez, c'est du Bollywood. Et nous partirons au Maroc avec la région Grand Est, dans le Grand Est marocain, où des élus, associations et entreprises coopèrent depuis plus de 25 ans. C'est le sommaire. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et au sommaire de l'actualité. Ce soir, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était à Strasbourg. Aujourd'hui, l'industrie du futur tient bientôt salon à Mulhouse avec le salon BIEST 4.0. Et puis l'Internet à très haut débit se développe dans les communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce matin, des membres de la CGT distribuaient des tracts aux portes de l'hôpital civil pour dénoncer la politique de santé du gouvernement. À leur côté, un militant pas comme les autres, Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat. C'est sa première venue dans la capitale alsacienne depuis son élection. La France a besoin de services publics de qualité, avec la santé, les fonctionnaires en général. Et puis, un pays ne peut se développer que s'il a de l'industrie aussi. Or, c'est un vrai enjeu dans cette région d'avoir une industrie de haut niveau. Donc, industrie et services publics, c'est le signe de bonne santé d'un pays. C'est aussi des emplois. Et donc, c'est le message fort qu'on est venu délivrer aujourd'hui ici en Alsace. Et après Strasbourg, Philippe Martinez s'est rendu à Benfeld. L'industrie de demain s'invente aujourd'hui. Start-up, PME, grands groupes, écoles et universités se retrouveront au Parc Expo de Mulhouse pour la deuxième édition du salon BIEST 4.0. Rendez-vous les 20 et 21 novembre. Pour le programme, c'est avec Camille Roland. Découvrir des voitures dernière génération, trouver des solutions technologiques ou encore entendre des experts sur l'avenir de l'industrie 4.0, c'est possible au Salon Industrie du Futur. L'événement réunit des acteurs économiques du Grand Est et d'ailleurs pour accompagner les entreprises à la recherche de solutions pour améliorer leur compétitivité. C'est un salon business. Il s'agit pour les exposants de faire la démonstration de leurs produits et de les vendre à d'autres industriels qui cherchent effectivement de nouvelles machines, de nouvelles solutions informatiques, de nouveaux matériaux. Vous pouvez y trouver des solutions de machines, de tout type de production que vous pouvez venir plugger sur des lignes de production. Vous pouvez y trouver des solutions informatiques, vous pouvez y trouver des solutions d'ingénierie, vous pouvez y trouver des solutions énergétiques, des nouvelles solutions de mobilité. Un salon pour faire du business, mais aussi un salon vitrine pour les entreprises du territoire. Un territoire où l'industrie représente 20% du PIB, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Et cette année, 3500 visiteurs sont attendus. Ce salon, en fait, c'est avant tout une vitrine pour notre territoire. Notre territoire est très engagé sur la question du développement économique et plus particulièrement pour la sauvegarde de son tissu industriel qui représente près de 40% des emplois sur le territoire. Donc il est important qu'on consolide le tissu industriel et qu'on lui permette de trouver des éléments, des espaces d'innovation, tels que les innovations sur ce qu'on appelle le numérique, le 4.0, ce qui concerne l'industrie. Et donc ce salon-là, c'est une vitrine de notre savoir-faire, de notre mobilisation pour le territoire. Déjà trinational, avec la participation d'industriels du futur allemands et suisses qui représentent 12% des 230 exposants, le salon BIEST 4.0 souhaite s'ouvrir plus largement à l'Europe. Le très haut débit et la fibre se développent de plus en plus dans l'Eurométropole de Strasbourg avec l'arrivée de SFR sur le marché. Et puis direction Schiltigheim au lycée Charles de Foucault. Ici, les objectifs sont clairs, mettre en avant l'apprentissage, accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels en les rendant acteurs de leur formation. Fanny Kunz. Adieu le câble, bonjour la fibre. L'opérateur SFR a annoncé ce matin le rachat du réseau câblé de l'Eurométropole de Strasbourg pour le moderniser. Déjà exploitant, il pourra désormais investir et y injecter la fibre.
En annonçant aujourd'hui le rachat du réseau câblé par SFR à la métropole, nous nous sommes engagés à moderniser ce réseau. Et dans les 2 ans qui viennent, l'ensemble des abonnés et ceux qui rejoindront l'ancien réseau numéricable, qui s'appelle SFR aujourd'hui, eh bien, auront accès à la fibre optique et donc auront un service qui sera très amélioré, avec notamment l'accès à la 4K, des vitesses de téléchargement qui vont être multipliées par 10. Donc c'est un vrai changement, et un vrai changement qui va se faire dans un délai relativement court. Le très haut débit est devenu un outil indispensable d'attractivité pour les collectivités. Avec les 2 réseaux fibres d'Orange et de SFR, les communes de l'Eurométropole de Strasbourg font donc partie des territoires les plus connectés. Nous avons vérifié si SFR, qui avait racheté historiquement Numéricable, était candidat à l'achat et était prêt à entrer dans une négociation avec nous, puisque c'est l'exploitant. Pourquoi c'était la meilleure solution? C'est qu'il n'y a pas de rupture de service. Évidemment, si vous faites un appel d'offres, à ce moment-là, vous avez une autre configuration. Mais s'il n'y avait pas eu cette volonté de la part des SFR, nous aurions effectivement fait un appel d'offres plus général. À terme, ce sont 220 000 foyers, entreprises et établissements qui seront raccordés à la fibre SFR dans l'Eurométropole de Strasbourg, dont la moitié d'ici 2 ans. CAP, Bac Pro Restauration ou encore filières industrielles et techniques, voilà les différentes casquettes du lycée professionnel Charles de Foucauld de Schiltigheim. Adapter la formation professionnelle aux besoins de l'économie et des jeunes, c'est tout l'enjeu de l'établissement. Ce lycée, il a été construit à l'époque pour répondre à des besoins de formation professionnelle. Et je crois que c'est dans la diversification, dans la prise en compte de chacun, et dans les nouvelles technologies qu'on peut trouver des solutions. On doit continuer en France à développer la technique, développer le sens de la culture technique et évidemment faire de ces jeunes d'excellents professionnels. Aujourd'hui, le lycée développe ses partenariats en ouvrant les portes à un public plus large, de nouvelles perspectives de formation offertes aux lycéens. Nous avons des filières autant en voie scolaire par apprentissage ou en formation continue. Le développement du lycée va se faire forcément par la voie de l'apprentissage, suite à la réforme, par la formation continue, puisque nous sommes également centre de formation continue ici, mais également développer le lycée par la voie scolaire, la voie initiale, avec des éléments de co-animation qui vont se mettre en place petit à petit en fonction également toujours de cette réforme. En plus d'être un établissement scolaire, le lycée Charles de Foucauld est également un restaurant d'initiation et d'application. Tous les midis, les clients peuvent déguster les plats mijotés par les étudiants, un premier pas vers la vie active. Faire du réseau pour réussir sa carrière, c'est la tendance. Alors pour favoriser les rencontres entre femmes entrepreneurs, la Strasbourgeoise Sabrina Boucheri a créé une plateforme web spécialisée. Réseaué, c'est son nom et elle fête ses 6 ans. Et la soirée d'anniversaire, c'était hier à la Maison de l'Alsace à Paris. Nora Boirio y était. La réussite professionnelle passe par le réseau. Sabrina Boucheri n'en démord pas, 6 ans après la création de sa plateforme web Réseaué. Réseaué est un outil qui conseille, accompagne et rassemble aujourd'hui plus de 1000 femmes entrepreneurs en France et à l'étranger. Et pour aller encore plus loin dans cette démarche, la Strasbourgeoise a coécrit un livre Réseauter et entreprendre au féminin. Pour expliquer justement aux femmes comment elles peuvent créer leur réseau, comment elles peuvent passer à l'étape supérieure, que ce soit au début de leur projet, en leur donnant les conseils. Pourquoi certaines femmes sont toujours dans la presse, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des stratégies et on leur donne toutes les stratégies pour qu'elles puissent justement s'épanouir professionnellement et réussir leur reconversion professionnelle. Cette soirée parisienne était parrainée par les 2 présidents des conseils départementaux alsaciens. Brigitte Klinkert a rappelé qu'elle a été la première et seule femme élue au conseil départemental du Haut-Rhin pendant 20 ans. Et aujourd'hui, en tant que présidente, elle veut mener des actions concrètes pour lutter contre les inégalités hommes-femmes.
Nous organisons des mercredis sportifs avec des clubs de haut niveau féminin, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des clubs de haut niveau féminin que masculin, pour donner envie à ces jeunes filles, à ces collégiennes de faire du sport. Et puis bien sûr aussi dans le domaine du RSA, nous menons des actions particulières auprès des femmes en les accompagnant et en essayant de lever tous les obstacles qui sont devant elles lorsqu'elles retrouvent un emploi pour pouvoir accepter cet emploi. Des initiatives qui pourraient contribuer à aider les femmes, mais le chemin semble encore long. L'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 9%, soit 38 jours. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. C'est le site qui devrait faire un tabac au cours des 2 prochains mois. Bretelalsacien.com vous propose des dizaines de recettes de ces petits gâteaux addictifs qui sentent bon Noël. Vous pouvez également envoyer vos propres recettes. Alors qu'on dise bretele, bredle, bredla, bretala ou bredala, selon le coin d'Alsace où on se trouve, finalement ça importe peu. Mes préférés, moi, ce sont les Spritzbrettel. Eh ben voilà, Oliviane, ça fait plaisir, comme on disait avec Anna, avec ses bredela ou bredala, qu'on soit barinois ou orinois. Merci beaucoup Anna. Pour ce JT, on accueille le plateau Alsace 20. Venez, Vera, venez nous rejoindre. Le PDG des pâtes d'Alsace Grand-Mère, Philippe Heimburger. Tivia, l'invité de Vera. Et bien sûr, on parlera des courses hippiques avec Lucien Matzinger. Prenez place, installez-vous. Je vous propose de découvrir le temps en Alsace. Vous êtes rayonnantes toutes les deux. Hein. Voilà, je crois savoir de quoi on va parler dans quelques instants avec Tivia et Vera. Avant cela, c'est la météo. Regardez la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet, téléphonie, 100% alsacien. Et passez de bons moments sur la fibre optique Rosas. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver exceptionnellement pour votre météo du jeudi 8 novembre. On regarde ce que nous réserve le temps. En matinée, des nuages et encore des nuages sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Pas beaucoup d'éclaircies malheureusement. Côté Mercure, ce sera légèrement en dessous de ce qu'on a vécu ces derniers jours. 10 degrés du côté de Saverne ou encore de Strasbourg, 9 degrés du côté de la Petite-Pierre, de Colmar, de Fastad, de Sausheim ou encore d'Alkirch. 10 degrés de moyenne sur la région du Bade-Wurtemberg ainsi que pour le nord de la Suisse. L'après-midi, pas beaucoup de changements, toujours beaucoup de nuages. Seul le nord du Bas-Rhin sera un petit peu plus bercé par de jolies éclaircies, enfin du moins des passages d'éclaircies. Le thermomètre affichera une moyenne de 13 degrés un petit peu partout en Alsace, 13 degrés également pour le sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que du côté de Bâle, 14 degrés la maximale du territoire, ce sera pour Karlsruhe. Voici tout de suite vos prévisions de vendredi. Le soleil fait son retour, enfin du moins un petit peu. Il y aura toujours pas mal de passages nuageux, mais avec quelques passages d'éclaircies tout de même. Une moyenne de 16 à 17 degrés un petit peu partout en Alsace, 17 degrés également du côté de la région du Bade-Wurtemberg et 17 degrés du côté de Bâle. Jeudi 8 novembre, nous fêterons les jours froids. Le soleil se lèvera à 7h25 pour se recoucher à 16h58 et on perdra encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à vendredi. Salut! C'était la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet et téléphonie 100% alsacien. Et le PDG des pâtes d'Alsace, Grand-Mère Philippe Heimburger, notre invité, comment allez-vous ? Très bien. Voilà, merci. moi je m'attendais à voir des pâtes dans un petit sac en plastique comme d'hab. Hein. Bah non, là c'est l'écrin, c'est ça ? Ça y est, c'est dans l'écrin. Voilà, on va en parler dans un petit instant. Vous êtes la marque la plus diffusée en Alsace ? Oui, une grosse marque régionale, bien diffusée en Alsace, que tous les consommateurs alsaciens préfèrent. Comment vous expliquez ça ? C'est le fait que vous soyez depuis 3 générations basé à Marlenheim, que voilà, vous avez fait le terrain, la proximité. C'est un travail de 3 générations, c'est un travail de tous les jours. C'est une constante dans la qualité et c'est un produit très apprécié des Alsaciens. Donc le grand-père faisait des pâtes ? Le grand-père était boulanger. Voilà. Il faisait des pâtes dans sa boulangerie. Et à un moment donné, il a arrêté de faire du pain. Le grand-père était meunier au départ. Hein. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père était meunier.
Et mon grand-père était le dernier de 5 frères, et donc il a fait le métier de boulanger. Donc en fait, si je comprends bien, chez la Heimburger, si on est du côté de Marlenheim, on peut rien faire d'autre que des pâtes. Tout à fait. En gros, c'est un peu ça. Alors samedi, si on vous a invité aussi, c'est que samedi va débuter, mais j'ai très peu le droit de parler de ça. Chef à bord, c'est la 8e édition, c'est une édition de folie qu'on vous a préparée, et vous a mis vos produits. Alors, vous allez les regardez les produits, on les a travaillés, sauf que la communication ici m'a dit, il ne faut voir aucune personne qui travaille, il ne faut rien dévoiler. Donc on voit ces produits-là, il y avait des battles qui étaient organisés. Est-ce que c'est intéressant pour vous quand des gens, comme on le voit là, revisitent un petit peu des plats, les retravaillent ? C'est intéressant parce que la pâte, c'est un produit tellement banalisé que de le mettre en lumière par des chefs et par des grands connaisseurs et des grands chefs, voilà, ça redonne de la notoriété au produit. Alors il y a un vrai savoir-faire, il faut compter 7 œufs pour 1 kg. Est-ce que c'est ça qui fait la singularité de vos pâtes ? En Alsace, la tradition a toujours été de mettre beaucoup d'œufs dans les pâtes. C'est pour ça qu'on a une IGP des pâtes d'Alsace. IGP, c'est une indication géographique protégée depuis 2005 qui certifie la recette et le lieu de production, et dans lequel on met 7 œufs par kilo de semoule de blé dur. Voilà, 7. Quand les autres concurrents, c'est quoi ? C'est 3, 4 ? C'est 0. Ah, c'est 0 ? C'est 0 pour toutes les pâtes italiennes, ou très peu d'œufs. Mais c'est en Alsace où on met le plus d'œufs. Voilà, et en discutant avec Philippe pour préparer tout ça, vous m'avez dit le berceau de la pâte, c'est l'Alsace. Je me suis dit, ce monsieur est chaud. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un écrit mésopotamien qui date de 1700 avant Jésus-Christ, qui reprend la recette, c'est un traité mésopotamien, qui décrit exactement la recette de fabrication du Spätzle. Donc c'est pas vraiment italien, moi je pense que c'est plutôt alsacien. D'accord. Spätzle, différence Spätzle et pâte, on va voir de la fabrication, on est allé comme ça dans votre usine. Comment on fabrique des Spätzle ? C'est une pâte qui est pré-cuite dans l'eau et qui est séchée après. Voilà, quand vous voyez ces images. Là, c'est le moment où on coupe la pâte sort du moule. Voilà, on le voit là, l'extrusion de la pâte. Après, ça part aussi. Ça, c'est le mélange. Voilà, la mélangeuse, on mélange les œufs et la semoule. C'est combien de tonnes qui sortent régulièrement de chez vous ? Vous avez des chiffres ? Alors, les grosses journées, c'est 70 tonnes de pâtes par jour. Voilà, ça fait 10 000 tonnes de pâtes par an sur l'ensemble de la production de Marlenheim. Est-ce qu'on peut encore, Philippe Heimburger, innover dans les pâtes ? On peut toujours innover. Il y a toujours des innovations, alors que ça peut être sur la forme, ça peut être sur la composition, sur les choix des matières, sur les origines. Alors il y a par exemple celui-ci, je vois que ça s'appelle l'Alsacienne, bon ça porte évidemment bien son nom. Qu'est-ce qui est novateur dans cette pâte-là ? Alors, ce qui est novateur dans ce produit-là, c'est que le blé dur n'existe pas en Alsace. Donc il y a 4 ans, je suis allé voir Jean-Paul Bastien et je lui ai parlé de mon projet pour implanter... l'ancien président de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc pour lui parler de mon projet d'implanter la culture du blé dur en Alsace. J'ai eu une écoute très favorable, on a fait des sélections variétales, des champs d'essai, et en 2018, on est déjà à notre 2e récolte de blé dur en Alsace. Donc il y a un réel intérêt, on raccourcit les distances entre la céréale et l'entreprise. Puisque vous la faites ici. Puisque les champs de blé dur les plus proches sont aux portes de l'usine de Marlenheim. Ça c'est une tendance, vous le sentez, les circuits courts, les gens sont friands, attendent ça, sorte d'exemplarité chez le producteur. Les gens ont besoin de savoir d'où ça vient. Et quand ça vient à côté de chez eux, forcément, vous avez un réel intérêt. Donc l'Alsacienne, c'est du blé dur, ça n'existait pas ? C'est du blé dur 100% alsacien. Et c'est de la poule d'Alsace qui fait des œufs ? Et œufs. c'est des œufs frais de poule élevés et pondus en Alsace. Dernier point, l'export. À quoi ça correspond pour une entreprise comme la vôtre ? L'export, chez nous, c'est 20% et c'est en croissance constante. C'est pas mal, 20%. C'est très très bien, surtout qu'on couvre plus de 26 pays, donc c'est intéressant. Bon, Tizia, Spätzle ou pâte ? C'est quoi pour vous ? Pâte, plutôt. J'adore les Spätzle. Spätzle ? Moi tout, je pense que la consommation, là, ça correspond à peu près à ce que je mange par an. Voilà, c'est pour moi en fait. Voilà, et moi ça sera pâte. Merci, vous restez avec nous, Philippe Heimburger, tous les mercredis place au Vera Lifestyle.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, vous l'aurez compris, c'est une ambiance Bollywood sur le plateau. Avec moi, Tivia, qui vient du Sri Lanka, qui a fait une école de commerce. Elle a ouvert une boutique familiale. Elle fait de l'aîné, des cours de danse. Vous avez de nombreux talents, Tivia. C'est quoi votre histoire en quelques mots, si vous deviez définir? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, mon histoire, c'est je suis d'origine sri-lankaise. Je suis arrivée donc en France à l'âge de 8 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis en Alsace. Et depuis toute petite, j'ai toujours été intéressée par la culture indienne. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Inde avec mes parents quand j'étais plus jeune. J'ai également commencé à faire la danse Bollywood dès l'âge de 10 ans. Et j'ai aussi grandi en regardant beaucoup de films indiens. Donc du coup, j'ai toujours été attirée par ce pays-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir un magasin indien à Strasbourg. Donc j'ai ouvert avec mon mari en 2015. Et, il est indien aussi? Il est sri-lankais. Sri-lankais, ouais. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce magasin? Alors dans ce magasin-là, on trouve un peu de tout qui vient de l'Inde, bien sûr. Donc il y a d'abord des vêtements traditionnels indiens, comme ce qu'on porte, le sari. On trouve aussi des lehengas qui sont portés plutôt au nord de l'Inde. C'est avec une jupe, un haut et un Ça, c'est châle. un style en fait particulier, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est différents styles de tenues. Il y a aussi des salwars qui ressemblent à des robes. Et on a aussi des bijoux pour accompagner les tenues de fête, comme des parures, bijoux de tête, les bindis qu'on a sur le front. Et également des produits cosmétiques naturels qui sont très très demandés en ce moment par des femmes. Donc des produits qui viennent de l'Inde également, des huiles et des poudres naturelles pour les soins de cheveux. Vous faites importer tout ça en fait, vous faites voilà, une qui viennent sélection de l'Inde, de produits et ils viennent directement de là-bas. Exactement. Alors vous faites également du henné, c'est vous qui pratiquez, vous Oui, dessinez, je ne sais pas comment Exactement. on dit ça. Comment est-ce que vous avez appris? Alors en fait, à l'ouverture du magasin, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour les tatouages au henné naturel. Pour les mariages sur les mains? Exactement, les mariés, elles voilà mettent ça, oui. Et donc, du coup, je suis allée, j'en ai profité quand j'étais au Sri Lanka. J'ai pris une semaine de cours de tatouage au henné. J'ai appris les techniques et les bases. Voilà, c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai su. Alors là, ce qu'on porte, ce sont des saris, c'est une tenue traditionnelle. Exactement. Alors la question, je pense que plusieurs personnes peuvent se poser, c'est est-ce que vous habillez comme ça tous les jours dans la rue ou est-ce que ce sont des occasions spéciales finalement? Alors j'aurais bien voulu, mais à Strasbourg, j'ose pas trop. À Paris, les gens portent, j'ai vu les femmes porter tous les jours dans les métros, dans les rues. Mais ici, je mets que dans les occasions, dans des fêtes de mariage et des fêtes organisées par la communauté indienne. Voilà. Ça vous choquerait, vous, Lionel, qu'on se balade tous en sari? Ah non, moi je trouve que c'est très élégant, c'est très beau. Et le petit point rouge là, c'est que vous êtes mariée. On vous a demandé tout à l'heure. Exactement, voilà. Oui. Ça veut dire que je suis mariée, voilà. Je suis prise. Et ce qu'Avera là, ça veut dire quoi? Alors ça, elle est encore célibataire. C'est la subtilité, on ne sait pas trop. C'est de l'info. Et vous proposez également des cours de danse, vous dansez. Voilà, je disais, vous avez beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est très récent. J'ai commencé cette année-là. Donc en juillet, j'ai donné des stages de cours de danse pour les enfants. Maintenant, je commence aussi pour les adultes. Donc c'est en projet. Donc ça sera mis début de l'année prochaine. Voilà. Alors, attends, on voit là tout de suite à l'image, c'est assez incroyable. Et donc vous proposez tout ça, et puis si les gens ont envie de découvrir vos différents univers, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? On vous contacte directement à la boutique? C'est quoi l'adresse? Oui, exactement. Alors je suis située à 15 rue du Faubourg National. Le magasin s'appelle Sarana Mode. C'est pas très loin de la gare de Strasbourg, c'est à 5 minutes à pied. Donc c'est devant l'arrêt de tram Faubourg National. Et voilà, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup Vera. Autre actu, tiens. Alors une actu vraiment sympa au programme cette semaine. Écoutez bien, c'est vendredi soir, le magasin Vibes à Vendenheim qui vous propose une soirée mode et conseil avec les marques Cache-Cache, Bonobo et Bréal qui vont vous sublimer avec leur nouvelle collection à des prix tout doux. Rendez-vous donc de 18h à 21h pour une ambiance festive. Au programme DJ Alex Knight, un bar à maquillage et coiffure, des bulles, des gourmandises, tout ce qu'on aime et plein d'autres surprises. Et bien entendu, je serai là aussi pour vous présenter mes coups de cœur de la saison. Voilà, pas en sari. Peut-être. Ah, surprise. Ouais, voilà, et on termine avec le coup de cœur de Vera. Alors parfois, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, on est victime de la mode ou c'est plutôt la mode qui est victime des êtres humains?
Vous allez comprendre. Alors, le week-end dernier a eu lieu le gala annuel de la LACMA à Los Angeles. Le but est de promouvoir l'art et de récolter des fonds grâce à des célébrités triées sur le volet. Donc, il y avait entre autres le rappeur A$AP Rocky qui était sapé comme jamais, ou plutôt sapé comme mémé. Regardez les photos. Il était en robe de chambre brillante, un foulard, des lunettes de soleil et fourrure sur les chaussures. On dirait plus une grand-mère qui va au marché qu'un rappeur, mais en Gucci quand même, s'il vous plaît. Ah, c'est votre coup de cœur, vous me l'avez mis comme ça. Hein. C'est ça. Voilà, merci Vera. Vous jouez aux courses un petit peu ? Oui, j'adore ça. Voilà, je pense que ça va être le moment de jouer aux courses avec notre invité. C'est parti. Ah, pas de jingle aujourd'hui, c'est parce que c'est le patron, tout simplement, j'imagine. Hein. C'est Lucien Matzinger, président de la Société des courses de Strasbourg. Alors là, il faut savoir que le samedi 10 novembre, ce samedi, ça va être une journée exceptionnelle, mais c'est aussi la fin de la saison. Tout à fait, c'est la dernière réunion de l'année, la 17e du programme officiel. Belle saison cette année ? C'est une saison exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on a mal commencé, parce qu'on a annulé la première réunion à cause du temps. Exceptionnel parce qu'ensuite on a eu que du beau temps, ça s'est jamais arrivé. Ouais. Exceptionnel parce qu'on a couru 20 réunions, puisqu'on a couru 3 réunions de Nancy, 3 réunions premium, hein, ce sont des réunions nationales. Et puis exceptionnel par la journée du Grand National du Trot, où il y a 2500 spectateurs, les joueurs du Racing, enfin c'était une journée mémorable. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Saison des courses, ça va se terminer, donc je vous le disais, ce samedi en apothéose, vous proposez une réunion de courses à audience nationale, décryptage. Oui, audience nationale, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle aussi premium. Ce sont des courses qui passent sur la chaîne Equidia et que toute la France, même l'étranger, peut jouer sur ces courses-là. Et on joue donc pour l'hippodrome de Heurt, voilà. dans les courses. C'est donc la dernière réunion de l'année. On va découvrir le programme. Il y a 9 épreuves au total, voire 10, m'avez-vous dit. Vous êtes victime de votre succès ? Oui, tout à fait. En fin d'année, tout le monde veut courir pour glaner encore quelques euros. Et donc, il y a une course qui a aujourd'hui 48 partants probables, et si demain à 10h30 il en reste 42, on triplera la course, puisqu'il y a déjà 2 épreuves, il y aura 3 épreuves. Parce qu'il y a trop de chevaux ? Parce qu'il y a trop de chevaux et on veut pas, sinon ils sont éliminés. Si on est en dessous de 42, on éliminera 14 chevaux qui ne pourront pas courir et qui n'auront pas la chance de pouvoir fouler les pistes de l'hippodrome de Heurt. Philippe, vous jouez un petit peu de temps en temps à l'hippodrome ? Ça m'est arrivé l'une ou l'autre fois. Alors moi, je me suis régalé avec 2 euros, on fait plein de choses. Hein. Alors il y a pour le prix de l'Europe. J'ai regardé un petit peu, il y a des choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas, donc je vous demande. Hein. Prix de l'Europe, 2 km, 2000 mètres, c'est une course à réclamer. C'est-à-dire, si c'est pas bien, on réclame. Hein. Non, c'est pas que. Non, on ne réclame pas. C'est que si vous avez envie d'un cheval, vous venez samedi aux courses, vous regardez la course, vous en avez un qui vous intéresse, vous allez remplir un billet et vous mettre dans une enveloppe. Et il y a un prix qui est prédéfini par le propriétaire. D'accord. Ça va être 10, 12, 14 000 par exemple. Okay. Et vous ne pouvez pas descendre bien sûr en dessous de ce prix-là. Et ensuite, on ouvre cette boîte aux lettres. Et le montant le plus élevé, donc le propriétaire qui aura mis le montant le plus élevé, part avec le cheval. C'est des sortes d'enchères comme ça. Voilà, comme une vente aux enchères. Et on repart avec le cheval. On peut prendre le gagnant, on peut gagner le gagnant ou le dernier, comme on veut. Et ça veut dire qu'on fait des affaires dans les courses à réclamer ? Il y a des affaires. Il y a une affaire exceptionnelle à Strasbourg, puisque Dunaden a gagné un réclamé. Il a été acheté 17 000 € à l'époque et il a gagné la Melbourne Cup, c'est 3 millions au premier. Il a gagné la Hong Kong Cup, qui est à peu près du même ordre et qui est étalon maintenant. Donc, voilà, c'était une pépite qu'il fallait acheter. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle des courses à handicap. Alors, les courses à handicap, ce sont des chevaux qui sont engagés dans une course. Chaque cheval a une valeur et une personne qui s'appelle le handicapeur a donné une chance, fait en sorte que tous les chevaux ont la même chance de gagner. Donc ils partent pas à la même distance. Si, ils partent tous au galop, ils partent tous à la même distance, mais il y a un postulat qui est 1 kg égale une longueur. Donc à partir de là, il va mettre 1 kg de plus si le cheval a une valeur forte. Qui l'emporte sur le cheval. Qui porte sur les places, c'est des plaques de plomb que le jockey va mettre dans sa selle. Et ainsi, normalement, si le handicapeur a bien fait son travail, tous les chevaux de la course arrivent sur la même ligne. En fait, il est lesté en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour dire que toi tu es bon cheval, on va un peu te lester pour égaliser les chances. Et alors pour jouer, est-ce qu'il faut absolument être sur place ? On peut jouer par exemple au PMU ?
Alors justement, c'est l'audience nationale. Samedi, on n'aura pas besoin de venir sur place, mais c'est bien mieux de venir, c'est parce que là, on a le spectacle en direct. Mais si, déjà, toute la France n'a pas le temps de venir à Strasbourg, je pense, donc ils pourront jouer dans les points de vente PMU, sur PMU.fr ou dans les autres opérateurs, ou voilà, donc en regardant Wikidia ou aller dans un point de vente pour enregistrer les paris. Mais le mieux, c'est de venir sur l'hippodrome. Alors on a des courses d'obstacles là, que vous allez découvrir, regardez ces images. Courses d'obstacles, il y en aura quelques-unes, alors c'est assez intéressant. Le cheval qui a 3 ans, il va courir sur 3 km sur 3500 mètres. Le cheval qui a 5 ans, il court sur 4200 mètres. C'est en fonction de l'âge? Alors oui, parce que les 3 ans, c'est vraiment les jeunes chevaux. Ouais. On ne dépasse pas 3500 mètres à Strasbourg. Donc c'est déjà une course de haie. Donc on a des parcours aussi qui font qu'on ne peut pas courir plus loin. En course de haie, pour des vieux chevaux, on va de 3008 ou 4000. Et après, on a la distance qui est le steeplechase. Là, on a des 3004 pour les 3 ans et pour les 4 ans. Et ensuite, une fois qu'on vient sur les vieux chevaux, qu'on appelle donc les 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on a des 4000 ou 4200 mètres. C'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge? Alors, ça se bonifie avec l'âge, mais ça s'arrête à un moment. Ouais. Donc, moi, je pensais qu'à l'âge de 5 ans, c'était fini, pas du tout. Ah non, pas du tout. La meilleure année, c'est 6 ans. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que quand un cheval court dans sa catégorie, il court que avec les 3 ans. C'est intéressant parce qu'on court que avec sa catégorie d'âge. Les 2 ans ne courent qu'avec les 2 ans. Mais à partir du moment où on a 5 ans, on va courir avec les 5 ans et plus. Donc là, le 5 ans, c'est le plus jeune de la catégorie, donc pour lui, c'est assez difficile. Et à ce moment-là, il faut courir jusqu'à 7-8 ans, c'est très bien, surtout en obstacle. Course à ne pas manquer, c'est la dernière de l'année, ça sera ce samedi 11h50. Ce sera 11h50 si effectivement il y a 10 courses. Voilà, on va se quitter dans quelques secondes à déguster et à découvrir dans Chef à bord. Ça sera ce samedi. Merci Philippe Amburger. Merci Tibia, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Vera. On va retrouver une autre perle qui est Delphine Vespizer. Et après, on vous amènera au Maroc, dans le Grand Est marocain. Salut Pieds-dans-le-Terre et bienvenue à la maison des associations de Colmar. Depuis 48 ans maintenant, l'ALEP organise moult distractions pour les Alsaciens et les Colmariens, et notamment une des distractions, et c'est la passion de Jérôme qui est avec moi. Salut Jérôme. Salut Delphine. Quelle est ta passion? Alors moi je suis passionné de théâtre et de théâtre d'improvisation. Étant enfant, est-ce que tu étais un enfant timide? Oui, en fait comme tous les gens qui font du théâtre, à la base on est tous des gros timides. Ouais. Comme je dis toujours, le plus dur c'est d'y aller le premier jour. D'accord. Et après qu'est-ce qu'on rigole. Depuis que tu fais du théâtre d'improvisation, ton quotidien, est-ce que tu le vis différemment? Alors depuis que je fais du théâtre, tout le monde me dit que j'ai changé. D'accord. Et c'est vrai, je trouve que finalement on se donne un coup de pied au derrière et puis on y va quoi. Donc du coup maintenant tu es à l'aise dans n'importe quelle situation? Quand je s'est fait masser les pieds sur scène devant je sais pas combien de personnes en gémissant. Ah, venez avec nous parce que je sens qu'on va bien s'amuser. Il y a plein de petits exercices, c'est par ici. Venez. Écoute Delphine, c'est avec joie que je te présente mes copains de la troupe. Bon en tout cas ils ont faim. Hein. Ils ont faim. Bonjour à tous. Bonjour. C'est comme ça que ça se passe au théâtre d'impro, on mange d'abord et puis ensuite on improvise. Ouais. Ah je suis ravie. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? C'est un grand privilège pour nous de vous recevoir dans ces locaux. Thank you very much. Ça vous fait quoi finalement d'être scruté en permanence? Eh bien, à vrai dire, on s'habitue, n'est-ce pas? C'est vrai que quand je descends de mon appartement, il y a beaucoup de paparazzi. Le plaisir que les gens ont à vous accueillir et à vous voir, et d'ailleurs tout ce monde qui vous attend, est-ce que c'est pas un peu trop pressant pour vous? Non, je le prends très bien. Je suis en train de réfléchir qui je pourrais être. Je pense que je suis une première dame, n'est-ce pas? Toute cette histoire qui trône, qui est sur vous, que vous devez assumer tous les jours, c'est pas quelque chose qui est vraiment un peu pesant sur les bords? Je vois que vos questions restent toujours dans le même registre. J'apprécie beaucoup là où vous voulez m'emmener. Non, comme dit, je le vis très bien. Et puis mon mari est aussi très présent, n'est-ce pas? Oui, mais à son âge quand même. Oui. Serais-je Melania Trump? Oui. Non, je rebondis sur la première dame. Oui, la première dame. Je suis Julie Gaillet. Julie Gaillet. Carla Bruni?
En fait, je ne devrais pas vous appeler madame, n'est-ce pas? Oui, c'est mademoiselle. Je ne suis pas mariée. Le titre. Vu mon âge, mais je ne suis pas mariée. Regardez mes gambettes, je m'appelle Brigitte Macron. C'est ça? Non. mais... On va dire que pareil, vos jambes, quand même, c'est un peu indécent vu votre rang, quand même. Oui, et surtout vu votre âge. Oui, mais alors... Non, mais là, je donne ma langue au chat, c'est incroyable. Oui, Jane Birkin. Non, mais pour vous aider, vos déplacements en calèche sont somptueux. En calèche? En calèche? En 2018. Oui. Ah, je suis la reine d'Angleterre. Ils ont envie de jeunesse et c'est vraiment bien. C'est beau la jeunesse. Ouais. Oh, la jeunesse, oui. Moi, ça me manque. Ouais. Ça te manque, la jeunesse? Ah oui, c'est vrai. Tu as pris un coup de vieux, je trouve. Hein? Un coup de vieux, t'as pas l'impression là que j'ai des ridules là qui commencent à sortir là? Je me suis rendu compte qu'en fait, à force de sourire, je commençais à être marquée. Non, écoute, vraiment, t'es magnifique. Moi, je trouve que plus ça va, plus tu es belle, tu vois. Oui, parce que je me dis que je pourrais mettre des lunettes, tu vois, comme ça. J'ai cassé mes lunettes! Elles sont pétées! J'étais marché, je marchais et paf, par terre. Est-ce que tu as déjà songé à mettre des lentilles de contact? J'ai déjà songé, mais moi j'ai peur un peu de mettre les doigts dans l'œil. Non, mais je me suis vraiment mise le doigt dans l'œil, tu sais pas quoi. Non. Je l'ai vu l'autre jour dans un bar avec une fille. Je me suis vraiment trompée en tout point sur son compte. Non, mais t'es sûre que c'était lui? Ah, mais non, mais je l'ai vu avec elle. C'était une blonde en plus. Je me suis dit, non, mais une blonde, non, mais ma foi. Les blondes. Quand on parle des bières, alors il y a des blondes, il y a des brunes, il y a des rousses. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Merci à tous de m'avoir accueilli. Merci Jérôme de m'avoir invité. Et nous, on se dit, mauvaise cuillère et à bientôt. Salut Pinanter. Eh bien, oui, alors en fait, faut qu'on avance. Imite le bruit du cacatoès. Pas sûr que c'est comme ça. Et Jérôme, dépêche-toi de sortir, un crocodile arrive. Et il me prévient pas. Hein. Non. Il me prévient pas. Hein. Dans le prochain Votre Alsace, vous découvrirez la passion de Fanny, l'illustration et le graphisme sur textile. Place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Alors on a suivi la région Grand Est dans le Grand Est marocain. Ça s'appelle la région de l'Oriental où des élus, des associations y coopèrent depuis 25 ans. Ce sera suivi par l'entreprise de la semaine. Regardez, à demain à 19h. Salut! Au nord, la Méditerranée. À l'est, la frontière algérienne. Située au nord-est du Maroc, la région de l'Oriental offre de multiples visages sur ses 90 000 km². Massifs montagneux, plages, palmeraies et déserts. Sa capitale, Oujda. Ses remparts abritent la Médina et ses ruelles étroites, ses mosquées et son souk. Ici, artisans et vendeurs d'épices cohabitent depuis des centaines d'années. Alors, a priori, il y a peu de traits communs entre ce territoire de l'Est marocain et notre Grand Est. 2000 km séparent les deux régions et pourtant, elles collaborent depuis 1991. Des délégations d'élus français viennent régulièrement visiter l'Oriental, région la plus défavorisée du Maroc, pour impulser des projets. Parmi les derniers nés, les premières greffes de reins dans le CHU d'Oujda, la mise en place d'activités et formations comme la couture ou la coiffure pour les jeunes femmes de quartiers périphériques de la ville, ou encore la création d'un centre de sensibilisation à l'environnement au nord de la région, sur le littoral méditerranéen.
c'était une zone naturelle mais qui commençait à se dégrader du fait des agressions de la mer. On a des dunes là aujourd'hui qui sont protégées par des plantations spécifiques ou des matériels spécifiques. Et donc l'ambition de l'État marocain était de protéger cette zone des agressions maritimes. Mais il a considéré que protéger c'était bien, sensibiliser c'était aussi encore mieux, et qu'il y avait intérêt à essayer de s'appuyer sur une association, Hommes et Environnement, association qui s'est tournée vers notre antenne locale en disant « Vous êtes sur le territoire, on sait ce que vous êtes en capacité de faire, donc venez nous donner ce coup de main ». Pour réaliser ce projet, la région Grand Est a mis 60 000 € sur la table, mais a aussi apporté une expertise technique. Les habitants, écoliers, mais aussi touristes peuvent désormais en apprendre davantage sur ce site protégé qui accueille notamment de nombreux oiseaux migrateurs. Cette aide au développement du pays, qu'elle soit sociale, culturelle, économique ou environnementale, ne relève pas d'une compétence obligatoire de la région Grand Est. Mais elle occupe une place non négligeable dans la politique menée par les élus. Je crois que chaque collectivité se doit d'aider, si on peut dire, son prochain ou son pays à côté, pour que les populations aussi en profitent et qu'on arrive tous à avoir des belles choses, qu'on soit tous, je pense à l'égalité homme-femme, qu'on soit tous pareils, qu'on ait de la parité, qu'on installe aussi. On vient en soutien, on apporte beaucoup d'ingénierie pour que le pays puisse nous rejoindre à notre niveau de démocratie. Sans négliger l'aide au développement de l'Oriental, le Grand Est souhaite aujourd'hui intensifier les relations économiques. A priori encore éloignées, sur le niveau de vie ou les conditions de travail dans certains domaines, les deux régions pourraient pourtant faire affaire. L'industrie a connu une nette évolution, notamment grâce à la création de la technopole d'Oujda et de l'agropole de Berkane, au nord de la région. En fait, la similitude, c'est d'être frontalier de régions assez puissantes économiquement. Notre cas, nous, c'est avec l'Île-de-France. Eux, ils sont effectivement proches de Casablanca, qui est la capitale économique. Et puis, elle est frontalière avec l'Algérie, qui est un très grand pays en termes de marché intérieur. Et puis, c'est une frontière assez naturelle sur le reste du continent africain. Alors nous avons, en partant d'ici, déjà des réflexions, notamment sur les producteurs de jus de fruits. Qui est un marché assez intéressant pour l'Afrique. Et donc on peut imaginer que sur la clémentine qui est produite ici, parce que nous sommes dans la ville de la capitale de la clémentine, d'imaginer de voir comment une unité de production, puisque c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans le Grand Est, pourrait s'implanter ici avec des fruits qui sont produits sur ce territoire pour aller en exportation en Afrique. C'est une coopération indispensable et nécessaire qui va dans les deux sens. Elle doit être, comme on dit en anglais, win-win, gagnant-gagnant. Et ça, c'est quelque chose qui se traite également et se conçoit uniquement dans la durée. Il faut bien se connaître, il faut connaître les forces et les faiblesses des uns et des autres. Il faut surtout amener, et c'est ce que je ferai lors de ma prochaine venue aussi, un certain nombre de chefs d'entreprise qui doivent découvrir ce territoire, qui doivent découvrir ses possibilités et qui à un moment donné se disent là, je peux faire effectivement des affaires et je peux créer de la valeur pour mon entreprise, je peux créer de la valeur également pour le pays dans lequel je viens me poser. Une délégation française devrait revenir au printemps pour discuter plus précisément des projets économiques à développer. D'ici là, la région de l'Oriental pourra poursuivre son travail à distance avec le Grand Est, notamment sur l'attractivité touristique du territoire. Car en ce mois de novembre, les restaurants du port de Saïdia sont bien vides. Les touristes devraient revenir profiter de cette station balnéaire d'ici l'été prochain.